Allô, j'espère que ça va bien. Il fait frais de ces temps-ci, la température pas géniale. C'est pour ça que j'ai ma petite veste, ma petite couverte. Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment intéressant dont on parle pas souvent en éducation canine. On parle beaucoup de ce qu'il faut faire, des choses qu'il faut absolument pas faire, mais on parle pas de l'effet que toute cette pression-là de performance va avoir sur nous. Donc, quand on parle des listes là, de choses à absolument pas faire, ça va entraîner chez les gens quand même beaucoup de paralysie parce qu'on ne veut pas nécessairement faire des erreurs. Et en entraînement aussi, il y a beaucoup de gens qui trippent sur l'entraînement, mais qui vont pas nécessairement entraîner beaucoup parce qu'ils ont peur de pas l'avoir du premier coup. Donc aujourd'hui, on va parler de la peur de faire des erreurs en entraînement, que ce soit en entraînement de performance, donc juste de montrer différentes choses à notre chien, ou en réhabilitation, donc réactivité, protection des ressources, anxiété, etc. L'épisode va être un peu différent parce que au fond, ce que j'ai fait pour cet épisode-ci, j'ai demandé à ma communauté parlez-moi de votre peur de faire de l'échec, de votre peur de faire des erreurs. Et je demandais aux gens de me dire qu'est-ce qui vous passe par la tête quand on parle de peur de faire des erreurs. Donc les gens m'ont parlé de plein de situations et il y avait trois gros éléments qui revenaient. Donc j'ai pris chacun et je les ai divisés. Donc dans le premier, on a la peur que nos erreurs viennent décourager le chien. Là, on est beaucoup plus dans l'entraînement de performance. Donc, d'entraînement de tours, obéissance, sport, etc. Et les gens ont peur que eux fassent des erreurs en entraînement avec un chien qui est débutant. Et l'entraîneur apprenant est aussi pas nécessairement débutant, mais pas un expert entraîneur, et que au fond le chien il aime pas l'entraînement, qu'il fasse des shutdowns, ou même des gens qui ont mentionné qu'ils avaient peur que le chien les aime plus à cause qu'ils vont faire des erreurs. Je sais exactement c'est quoi parce que je pense que tout le monde passe par là. Lorsqu'on apprend des nouvelles techniques en entraînement, ça vient avec le fait qu'au début, on a peut-être une maîtrise théorique de ces exercices-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on les maîtrise au niveau pratique. La seule manière de maîtriser quelque chose au niveau pratique, c'est de le pratiquer. Et le pont entre la maîtrise théorique d'un exercice jusqu'à la maîtrise pratique de l'exercice, ça veut dire de l'essayer et de se réajuster. Et en faisant ça, on va nécessairement faire des erreurs. Il y a des chiens qui trippent à juste faire de quoi avec vous et qui vont accepter ces erreurs-là et même aller jusqu'à pallier aux erreurs pour essayer de trouver la solution. Il y a des chiens qui sont beaucoup plus sensibles en entraînement qui, eux, vont s'en aller carrément aussitôt que vous sortez les choses d'entraînement. Ils aiment pas ça. Il y a des chiens qui vont faire des shutdowns. Ils vont se coucher, ils bougeront pas, ils sont plus là, ils veulent plus participer. Et il y a des gens, bien entendu, c'est décourageant lorsqu'on voit ça. Ce qui fait que les gens vont avoir de la misère à justement passer de cette connaissance théorique de l'exercice-là jusqu'à avoir une maîtrise pratique de l'exercice parce que comme en entraînement, on n'est pas tout seul. Il y a le chien qui est avec nous. Eh bien, il faut qu'on soit deux pour justement faire ce passage-là, pour nous devenir un meilleur entraîneur. Donc oui, la peur de faire des erreurs, elle est réelle dans ce cas-là parce que si on a un chien qui est plus sensible, qui n'aime pas particulièrement l'entraînement, ou qu'on a l'impression qu'il n'aime pas ça, ou qu'on a peur qu'il n'aime pas ça parce qu'on a entendu des histoires, c'est sûr que ça va être plus difficile.
Moi, ce que je fais dans ce temps-là, lorsque j'ai un exercice plus difficile que je suis pas certaine que je maîtrise bien, je vais essayer de combiner les pratiques de l'exercice que je suis en train de développer avec d'autres exercices que mes chiens aiment déjà. Fait que comme ça, je vais pouvoir jouer avec le niveau de motivation. Gardez vos séquences très très courtes aussi. Ça va éviter que votre chien s'épuise. Donc, si votre chien, il est bon pour faire, je sais pas moi, 5 gâteries avant qu'il se tanne, mais faites-en 4. Faites 4 répétitions, arrêtez là, vous recommencerez un peu plus tard. Lorsque j'ai commencé en shipping, j'avais Ellie qui est là, ici sur la photo. Et Coro, excusez. Coro, j'avais Coro quand j'ai commencé en shaping et j'étais pas bonne. J'étais pas bonne pour shaper. Parce que je comprenais au niveau théorique c'était quoi, mais en pratique, j'avais pas de maîtrise de ce que je faisais. Coro était quand même pas si pire à essayer de persister. C'est un chien qui était sensible, mais pas trop sensible. Mais lorsque j'ai eu Ellie, ça m'a remis toutes mes erreurs de mécanisme en pleine face. Parce que Ellie a tapé des shutdowns monumentales. Monumentales? Ouais. Et il a fallu que j'apprenne à devenir une meilleure entraîneur. Et Ellie, au fond, lorsqu'elle était jeune, des fois j'avais juste 3 répétitions que je pouvais faire avant qu'elle finissait par s'en aller parce que c'était trop de pression pour elle. Et donc, on faisait juste 3 répétitions à la fois. C'est sûr que je restais sur ma faim parce que j'étais pas satisfaite dans mon envie de entraîner. Mais progressivement, je me suis améliorée et elle a appris à aimer ça aussi. Elle a développé sa tolérance à l'échec. J'ai appris comment mieux communiquer avec elle également. Donc, un des problèmes avec ça, c'est que comme avoir un chien qui... On a l'impression qu'il aime pas ça, il nous voit prendre les affaires, il s'enfuit, il fait des shutdowns, après ça, il a de l'air de pas vouloir passer du temps avec nous, c'est qu'on a tendance à pas le pratiquer parce que c'est frustrant pour nous quand ça l'arrive. Dans un cas comme celui-là, essayez de combiner les exercices nouveaux avec des exercices que votre chien connaît déjà et aime déjà. De cette manière-là, et garder les séances très 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 courtes afin de reprendre goût tous les deux ensemble à continuer. Et il faut savoir que des erreurs, on va en faire de toute façon durant ce passage-là entre la maîtrise pratique de l'exercice, la maîtrise théorique de l'exercice jusqu'à la maîtrise pratique de l'exercice. Dans la même veine, on a la deuxième catégorie qui est la peur de mal entraîner. Donc c'est un peu similaire. Mais le premier était plus d'avantage au chien. Donc, on avait peur que nos erreurs découragent le chien. Ici, on a peur, nous, de se décourager parce que nous, on trouve qu'on n'entraîne pas assez bien à notre goût. Les gens ont mentionné la peur de ne pas l'avoir du premier coup. Celle-là, ici, elle est très, très forte et très répandue. Je pense que c'est très culturel en Occident, l'idée de performance dès le début. On a beaucoup de culte du talent. On vante beaucoup les gens qui l'ont du premier coup sans avoir besoin énormément de pratiquer. Ce qui fait que lorsqu'on l'a pas du premier coup et qu'on fait des erreurs, on a l'impression d'être pas bon. J'avais déjà suivi une formation où on nous parlait de la résilience à l'échec et que c'était particulièrement présent chez les gens de culture occidentale parce que lorsqu'on a tendance à se décourager beaucoup plus vite lorsqu'on est confronté à plusieurs échecs de suite. Le fait d'échouer est vu comme une fin et non pas comme un processus pour accéder à la maîtrise de quelque chose. Je pense qu'en entraînement, si on veut devenir bon, il faut accepter que on l'aura pas du premier coup de toute façon.
que le but de l'entraînement est, oui, bien entendu, d'apprendre des nouvelles choses à notre chien, oui, bien entendu, de faire de la réhabilitation, mais aussi de faire quelque chose avec notre chien, de le voir comme une activité qu'on va faire ensemble et que des fois, notre chien, il l'aura pas, il va faire des erreurs, on lui tape pas sur la tête, enfin, idéalement, à moins qu'on soit pris nous-mêmes dans nos émotions, ça c'est plus en réhabilitation. Mais ça va arriver que le chien va faire des erreurs en shaping, que le chien l'aille pas exactement, fait partie du processus d'apprentissage parce qu'on façonne progressivement le chien vers le but final. Ce qui veut dire que des fois, le chien va essayer différentes choses afin d'être sûr, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou non. Ça fait partie du processus en shaping, en tout cas de la façon que moi je fais mon shaping. Donc, c'est normal que le chien va m'offrir des comportements que je renforcerai pas parce qu'il va essayer de voir c'est quoi exactement que je veux. Lorsque nous, on fait des erreurs, il faut le voir comme on est en train de se réajuster sur le tas par rapport à ce qu'au chien fait. Et chaque chien va être différent. Aussi, j'entraîne aucun de mes chiens de la même façon parce que j'ai développé mes façons de l'entraîner par rapport à la façon dont mon chien y répondait. Faire de l'entraînement, c'est communiquer à deux sens avec notre chien. Ou si on en entraîne plusieurs en même temps à plusieurs individus. Et comme dans toute communication, on n'arrivera jamais au message final dès le début. Donc, je pense pas qu'en entraînement, surtout lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, il faut penser qu'on va l'avoir du premier coup. C'est quasiment impossible. Parce que comme j'ai dit, on peut maîtriser l'exercice au niveau théorique. Ça veut pas nécessairement dire qu'on va le maîtriser au niveau pratique. Il faut faire le pont entre les deux, mais ce pont-là, il se construira pas bang du premier coup, il va se construire étape par étape. Et dans chacune de ces étapes-là, il peut contenir des erreurs. Il faut le voir comme un processus de shaping, comme je vous disais, où le chien va des fois essayer différentes choses afin de vouloir avoir des précisions sur qu'est-ce qu'on veut exactement. Quand on fait des erreurs, c'est un peu la même chose. Dans la même veine, il y a des gens qui se disent, je veux dire dans la même veine que la peur de ne pas l'avoir du premier coup, il y a des gens qui essayent même pas alors qu'ils voudraient parce qu'ils se disent, de toute façon, je vais faire des erreurs, fait que pourquoi essayer? Personnellement, je pense que si on veut devenir bon à quelque chose, il faut faire des erreurs. Parce que dans chaque erreur, ça va contenir la clé de pourquoi est-ce que j'ai fait cette erreur-là? Quel résultat y est arrivé? Qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter de réavoir ce résultat-là? Ou des fois, on fait des erreurs qui se finissent bien. Pourquoi est-ce que ça l'a fini bien quand j'ai fait X, Y, Z? Je pense qu'en entraînement aussi, il ne faut pas avoir peur d'essayer de faire différentes choses. Parce que c'est en essayant différentes choses qu'on développe des nouvelles techniques. Mais quand on essaye quelque chose de nouveau, c'est normal qu'on ne le maîtrise pas. Donc, vu qu'on ne le maîtrise pas, on va nécessairement faire des erreurs. Ou si j'essaye quelque chose de nouveau, je vais accepter aussi que je n'aurai peut-être pas nécessairement le résultat que je voulais du premier coup. Lorsque j'avais juste Ellie et Coro, leur apprendre à tenir quelque chose dans la gueule, c'était un comportement que ça m'intéressait vraiment en gros de montrer à mes chiens à faire ça. Je voulais. Et j'ai essayé toutes sortes de techniques que j'ai trouvées en ligne, que les gens m'ont dit comment ils ont fait. J'ai même pris un cours sur comment apprendre aux chiens à tenir un objet dans sa gueule. J'ai regardé des vidéos gratuits aussi, le cours payant dont je vous parlais. J'ai essayé là, pendant des années à l'apprendre à mes chiens sans succès. Ceci dit, même si j'ai pas nécessairement réussi à leur apprendre à faire ça à ce moment-là,
j'ai quand même appris différentes choses en faisant ces tentatives-là qui ne se sont pas soldées par un succès parce que j'ai pas réussi à leur apprendre. Ceci dit, j'ai appris d'autres choses. Des fois, en voulant enseigner un comportement X, je me suis retrouvée avec un comportement Y que j'ai trouvé intéressant et ça y est, j'avais trouvé comment enseigner le comportement Y alors que j'avais pas nécessairement d'idée comment faire ça avant. Et à force de continuer à essayer, à force de continuer à être curieuse par rapport à ce tour-là, à essayer une fois de temps en temps entre 2 tours que je maîtrisais plus facilement. Donc on a ici l'insertion de la chose qui est un peu plus difficile entre 2 trucs que le chien connaît déjà et que ça va bien. Pour garder la motivation haute, j'ai fini par y arriver. Et maintenant, mes chiens sont capables de tenir un hold ou un prend super bien. Et j'ai réussi à le faire parce que j'ai persisté pendant 5 ans, même plus que ça, pendant quasiment 6 ans, à essayer de trouver comment enseigner ce tour-là. Et tout ce que j'ai appris, pas juste sur le hold, sur le prend, le fait de tenir quelque chose, mais aussi sur plein d'autres trucs que j'ai développés en faisant ces expérimentations-là, me sert tous les jours dans mes entraînements. Donc, faire des erreurs, ça fait partie du processus d'apprendre à entraîner. Et je vous dirais que c'est même essentiel dans notre tête de se dire on va en faire plutôt que de se dire je vais en faire de toute façon, fait que ça me donne quoi de même essayer, de se dire l'inverse, je vais essayer quelque chose de nouveau. C'est sûr que je vais faire des erreurs et éventuellement, à force de faire des erreurs, je vais y arriver. Plutôt que de se dire je vais essayer ça, il faut que je réussisse du premier coup, c'est de se dire je vais essayer ça, je vais faire des erreurs et à force de faire des erreurs et de continuer, je vais finir par l'avoir. Bien entendu, si votre chien a l'air de pas triper, on arrête ce qu'on fait à ce moment-là, on essaie de réviser notre stratégie, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent. Bien entendu, je vous dis pas de persister dans la même séance d'entraînement, j'ai pas entraîné le hold pendant 6 ans non-stop. On a essayé plein d'autres choses, j'ai marié ça dans mes entraînements, j'entraîne rarement un seul tour à la fois. Et on a fini par y arriver. Donc, moi, j'ai vraiment comme vision que faire des erreurs, ça fait partie du cheminement pour devenir un bon entraîneur. Plutôt que de demander à un bon entraîneur combien de réussites tu as eu avant de l'avoir, moi, dans ma tête, je me dis toujours combien d'erreurs ça l'a pris avant de l'avoir. Et il faut vraiment le voir de cette manière-là. Un autre peur aussi par rapport à la peur de mal entraîner qu'il y a, et celle-là ici, je pense que tout le monde va se reconnaître là-dedans, c'est la peur que les gens jugent mes vidéos si je les mets en ligne. Et ça ici, tout le monde l'a. Tout le monde. Je l'ai moi aussi. D'ailleurs, je me souviens même, quand j'ai fait le NTD à Zef, c'était dans le temps où ça prenait là, un témoin avec nous dans la même pièce là, avant que ce soit reconnu par le CCC. Et j'avais fait les démonstrations avec Zef, puis la personne elle avait dit « Ah ouais, tu le fais de même toi? » Blablabla. Puis ça m'avait vraiment comme... Je pensais que je le faisais correct. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, si tu juges que c'est pas bon, je veux dire, je vais le... Puis elle dit, non, c'est correct, c'est juste que moi, je l'aurais pas fait de même. Et, tu sais, on a tous déjà vu des gens mettre des vidéos en ligne, puis on savait qu'il y avait des gens dans une conversation privée, ça papotait. Peut-être que même nous, on a déjà participé à du papotage en secret, en regardant la vidéo de quelqu'un. On l'a probablement déjà tout fait à un moment donné en ayant une mauvaise journée, puis ça nous donnait une soupape pour évacuer la frustration. Donc, lorsque vient notre temps de mettre nos vidéos en ligne, c'est sûr qu'on repense à tout ça, bien entendu, parce que on a peur que les gens voient nos erreurs de mécanisme dans les vidéos et que ça se mette à papoter en ligne ou qu'ils le disent carrément devant nous. Personne ne veut passer pour un mauvais entraîneur. Donc, oui, c'est une peur qui est réelle. En même temps, si vous le faites pas, est-ce que vous allez arriver aux objectifs que vous voulez si on pense par exemple aux vidéos que ça vous prend pour avoir, là c'est un exemple des titres
de Trick Dog. Donc là, ici, il faut que nos vidéos soient évaluées par un évaluateur. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Moi, je pense que faire des vidéos clean avec absolument zéro erreur, c'est excessivement difficile et on va recommencer un nombre de fois incalculable. C'est très différent aussi quand j'entraîne de manière organique avec mes chiens, juste pour le plaisir, et quand j'entraîne pour faire une démonstration à mes étudiants. Généralement, je vais essayer d'avoir une vidéo qui est clean au niveau des mécanismes, et ensuite, je vais montrer peut-être un peu plus dans la vraie vie et comment je corrigerai mes propres erreurs au fur et à mesure. Ceci dit, je pense que la peur que les gens jugent nos vidéos sera toujours présente. Entourez-vous de gens qui sont positifs. Si vous avez des gens dans vos contacts sur Facebook qui sont des papoteux puis des parleurs dans le dos, mais pourquoi ces gens-là sont dans vos contacts sur Facebook? Vous pouvez aussi décider à qui vous voulez rendre vos vidéos disponibles. S'il y a des gens qui amènent juste du négatif dans votre vie, vous avez le droit aussi de les supprimer. Donc, regardez avec quel genre de personnes vous vous entourez. Est-ce que ces gens-là vous amènent Est-ce que c'est des gens qui vous alimentent ou c'est des gens qui vous drainent? Je pense qu'il faut se poser ces questions-là aussi. Moi, j'assume toujours quand je mets une vidéo en ligne qui a des erreurs parce que je me dis, je pense que les étudiants apprennent davantage en regardant les erreurs qu'en regardant la perfection. Donc, voir une vidéo d'un entraîneur qui fait tout absolument parfait, c'est pas là où on apprend le plus aussi. Là, c'est bien sûr que moi, j'enseigne en ligne, donc je veux que les gens arrivent à un processus. C'est bien sûr que quand on les met juste en ligne pour du divertissement, c'est un peu différent. Mais oui, il y aura toujours des petites erreurs. On pourrait toujours faire mieux dans une vidéo, mais de se dire au moins je l'ai fait. Puis souvent, ceux qui ont le plus peur, ceux qui chialent le plus sur les vidéos des autres, c'est souvent les gens qui mettent le moins de vidéos en ligne. Juste une petite pique de même avant qu'on continue. Donc, dans les deux premiers, on était beaucoup plus au niveau de l'entraînement de performance. Dans les autres qui s'en viennent, on est beaucoup plus au niveau de l'entraînement de réhabilitation. La peur des erreurs dans ces deux cas-là va être beaucoup plus paralysante, quoique ça peut l'être aussi dans l'entraînement de performance, mais parce qu'en réhabilitation, on sait que les conséquences peuvent être lourdes. Si je veux entraîner un tour dans mon salon puis que mon chien il se pousse, c'est plate, mais il n'y a personne qui va se faire mordre. Donc, c'est quand même un moins lourd de conséquences en performance. Donc, il y a quelqu'un qui disait qu'elle avait peur d'augmenter la réactivité de son chien, donc elle ne travaille jamais la réactivité de son chien. Parce qu'on dit souvent qu'à chaque fois que le chien réagit, ça va augmenter à chaque fois. D'ailleurs, c'est la même chose en protection des ressources. On dit souvent, plus le chien va réagir en protection des ressources, plus il va faire de PR. Je pense pas que le but de dire ça, c'est de vous dire travaillez-le jamais. Mais plutôt de faire attention, de ne pas se mettre des œillères, de pas ignorer le problème jusqu'à temps que ça s'infecte, ça s'envenime, peu importe l'image qu'on veut utiliser. Si vous avez un chien qui est réactif ou qui fait de la protection des ressources et que quelque chose arrive, si on a les capacités mentales, je parle de si on a l'énergie ou que la situation s'y prête à essayer de faire des exercices, je vous suggère de le faire à ce moment-là. C'est une très très bonne façon de généraliser dans la vraie vie. Sinon, oui, à ce moment-là, si on se dit j'ai pas les capacités en ce moment pour réagir de la bonne façon, oui, dans ce cas-là, ce serait mieux de s'en aller ou de défaire la situation, de laisser le chien tranquille tout simplement. On peut aussi éviter qu'il y ait des incidents qui arrivent à des moments où on n'a pas nécessairement le jus de cerveau pour s'en occuper. Si votre chien fait de la protection des ressources, puis que vous savez que votre belle-sœur s'en vient à souper, ben allez mettre votre chien dans une autre pièce, comme ça il n'y arrivera rien. Parce que c'est pas pendant que vous essayez de faire « Ah, allô » à la belle-sœur que c'est le moment, après ça, que le chien a un os puis se met à grogner. C'est gênant.
tu sais, vous êtes à moitié à vouloir vous occuper de votre chien, puis vouloir vous occuper de votre visite, puis là, c'est sûr que vous ne serez pas super bon au niveau de vos... Vous allez faire des erreurs en entraînement parce que vous avez une partie de votre cerveau qui se dit de quoi j'ai l'air devant la belle-sœur. Si votre chien il est réactif, vous pouvez aller le promener à des heures où il n'y a pas grand monde. Si vous savez que vous êtes fatigué de toute façon cette journée-là, ou je sais pas moi, vous revenez du vétérinaire, votre chien il est épuisé, il a juste besoin là, d'une marche là, pour se changer les idées. Allez pas dans un endroit où il y a plein de monde, vous savez que ça va mal virer. Dans un cas comme celui-là, on va préférer aller prendre une marche à un endroit où il y a personne pour pas qu'il y ait de surprise. Ceci dit, c'est important de penser que ces situations-là vont arriver et d'avoir ce qu'on appelle un plan de contingence par rapport à ça. Si je tourne le coin puis je vois un chien, qu'est-ce que je ferais si vous décidez ça d'avance puis qu'un jour ça arrive, vous n'allez pas figer genre en vous demandant je fais quoi puis là votre cerveau fait parce que vous avez déjà un plan. Donc, on avait aussi beaucoup de variantes autour de la peur de faire plus de tort aux chiens qu'autre chose en voulant essayer de quoi. Ma suggestion en cas de réhabilitation, c'est toujours lire le langage non-verbal de votre chien. Quelle rétroaction le langage non-verbal de votre chien vous envoie? Est-ce que mon chien est à l'aise ou non? Essayez une chose et réévaluer. Est-ce que mon chien sent bien? Est-ce que mon chien sent pas bien? Est-ce que j'ai trop poussé? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Est-ce que j'arrête à ce moment-là? La réhabilitation doit toujours être, et l'entraînement de performance doit toujours être une conversation avec notre chien. Qu'est-ce que tu es capable de me donner en ce moment? J'essaye ça. Est-ce que c'est trop? Ou est-ce que tu y arrives? Quand j'ai développé le protocole pour la protection des ressources, il n'y a personne qui m'a aidé, je l'ai fait tout seul. Et je me suis fiée toujours à ce que mes chiens... J'avais une règle d'or. Je veux que mon chien se sente... C'était Rina. Je veux que Rina se sente qu'elle n'a jamais peur que je vais y enlever quoi que ce soit. Ça, c'était ma règle d'or à moi. Je veux jamais que Rina se pose la question, est-ce que je vais essayer d'y enlever quelque chose ou non? Et j'ai fait mes expériences en me basant sur cette règle d'or-là. Et à chaque fois que j'essayais quelque chose, j'observais qu'est-ce que mon chien faisait en retour. Je vous ai dit, c'est une conversation qu'on a ensemble. J'essaie de faire ça. Est-ce qu'elle réagit bien? Est-ce qu'elle se sent toujours détendue, à l'aise, calme, etc.? Ou est-ce qu'elle se raidit? Est-ce que je la vois commencer à penser que peut-être que je vais y prendre? Et c'était en me réajustant constamment que j'ai essayé ces différentes choses-là. Mais si vous essayez rien, vous n'aurez jamais ces réponses-là en réhabilitation. C'est sûr que dans le cas de la réactivité, c'est plus difficile parce que pendant que vous faites ça, la personne qui a un chien, elle s'en vient vers vous. Donc là, ici, c'est un peu plus difficile dans ce cas-là. C'est pour ça qu'un des conseils que je donne excessivement souvent aux gens en réactivité, c'est aller vous prendre vos marches à des endroits où vous aurez le moins de surprises possible parce que vous ne vous retrouverez pas squeezé entre deux personnes qui arrivent avec leur chien. Vous allez avoir la place pour vous réajuster. On va minimiser le nombre de surprises et aussi votre chien va avoir le temps de se calmer entre chaque exposition aussi parce que s'il se craque, ok, l'incident il est fini, il commence à se décrinquer, puis là, il y a un autre incident, il n'y aura jamais de retour à la normale pour vous et votre chien vous permettre de souffler et de vous préparer à une autre exposition. Donc là, j'ai beaucoup parlé de langage canin. Il y a des gens qui ont peur de mal lire leur chien, donc de mal lire leur chien et de se faire mordre ou de mal lire leur chien et que le chien ne se sente pas bien. Moi, ce que je vous encourage de faire dans ces cas-là, c'est filmez-vous. Essayez de vous filmer, essayez de regarder ensuite la vidéo et demandez-vous toujours quel indice j'avais avant que XYZ s'en venait.
Et ça ici, je pense que c'est primordial en réhabilitation de se demander à chaque fois qu'il y a une erreur, ok, il y a quelque chose qui va pas bien, sortez de la situation, bien entendu, et ensuite demandez-vous quel signe était là que j'aurais pu voir, et c'est comme ça que vous allez apprendre à décoder votre chien. Vous pouvez le filmer aussi sans nécessairement vous mettre dans des situations qui sont dangereuses. Si votre chien fait de la protection des ressources puis qu'il y a un os, vous pouvez juste le filmer pendant que vous rentrez dans la pièce. Pendant que vous rentrez dans la pièce et que vous vous agenouillez, juste ça ici, vous devriez avoir des petits signes au niveau du langage canin de votre chien. Dans le cours sur la protection des ressources, une des premières choses qu'on fait, après avoir stabilisé tout, là, pour que vous soyez capable de souffler un petit peu, c'est de faire des analyses de comportement canin afin de pouvoir voir la protection des ressources à ses premières manifestations. C'est pas quand le chien il grogne ou il mord qui montre la protection des ressources. Des fois, c'est juste un regard qui se durcit, une hésitation, le chien est penché par-dessus son objet légèrement. Donc, on veut être capable de le voir dès le début. De cette manière-là, c'est beaucoup plus facile de défaire les situations et on n'a pas peur de se faire mordre parce qu'on le voit avant que ça l'arrive. Donc, la peur de mal lire de faire des erreurs, de mal lire son chien et qu'il arrive, soit que le chien se sente pas bien ou qu'il arrive un incident. Ça ici, on le règle en essayant des choses à degré léger. Pas tendre l'ave-main puis prendre l'os. Ça, c'est pas un degré léger. Comme je vous ai dit, on peut par exemple, juste rentrer dans la pièce, s'agenouiller et regarder la vidéo ou regarder pendant que ça arrive, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que mon chien fait. Vous pouvez apprendre de cette manière-là. Avec un chien qui a de la misère avec quelque chose à l'extérieur, admettons, vous voulez amener votre chien à la plage, mais peut-être avant de l'amener à la plage, en prenant rendez-vous avec vos amis, votre famille, vos enfants, tout le monde est excité, ben là, c'est sûr que c'est l'hiver qui s'en vient, on s'en va pas à la plage, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Vous savez que si vous arrivez là, vous avez des obligations, là, vous pouvez pas vous en aller 2 secondes après. Peut-être essayer de trouver un événement, un truc similaire à plus basse intensité où vous pouvez vous en aller si c'est trop pour votre chien. Souvent, une des erreurs que les gens vont faire, c'est ils vont gérer pour que rien n'arrive, protection des ressources, réactivité ou anxiété. Puis à un moment donné, ils vont faire la grosse affaire. Genre, ils vont essayer d'aller prendre l'os. Ils vont amener le chien au party de Noël de bureau. Je dis ça de même. Ils vont l'amener à la plage. C'est tout ou rien. Mais plutôt que de penser en fonction de tout ou rien, puis là, vous faites tout, en fait, vous faites rien, tout. Il arrive un incident, bien entendu. OK, rien, jusqu'à temps que vous écœuriez, que vous dites ça n'a pas d'allure, je vis ma vie en fonction de mon chien, je peux jamais rien faire. On refait tout, genre on met toutes les bébelles à terre. La merde pogne en protection des ressources. OK, on range toutes les bébelles. Mais plutôt que de faire tout ou rien, faites donc une petite affaire. Regardez, évaluez qu'est-ce qui se passe. Une autre peur de faire des erreurs vient aussi de la peur que nos entraînements ne créent un autre problème. Si vous n'avez pas non plus une mentalité de tout ou rien, genre, on pratique pas la réactivité, puis à un moment donné, on s'en va à une sortie sauvaciale avec plein de chiens, puis on se dit, je vais travailler à ce moment-là. Ça, ici, c'est du tout ou rien. Peut-être de faire une petite chose, parce que si vous faites une petite chose, puis que ça vire pas super bien, les conséquences ne seront pas graves. Vous pourrez apprendre de vos erreurs, vous pourrez apprendre de vos succès, et progressivement augmenter de cette manière-là. Donc, je pense que ça fait le tour au niveau de la peur de faire des erreurs. Surveillez ça parce que j'ai pas choisi cette... J'ai choisi ce sujet-là spécifiquement parce que le Vendredi Noir s'en vient. Donc, le Vendredi Noir, l'événement du Vendredi Noir va avoir un lien avec
la pratique des entraînements, la gestion des erreurs, quoi faire quand ça arrive, etc., etc. Je vous en dis pas plus. On se revoit jeudi pour l'événement lui-même. Suivez ça. J'ai vraiment hâte sur ma page et faites sûr, quel bel anglicisme, de la suivre afin d'avoir tous les détails. Au revoir!